Une seule goutte d'aide suffit à mettre fin à sa carrière. Elena Sanchez, une serveuse noyée, sous 100 000 € de dettes étudiantes, laissa échapper par accident une minuscule goutte sur la table du milliardaire Julian Thornburg. Elle regarda horrifiée son manager Mark Peters, s'empresser de s'excuser servilement. Mais alors qu'elle nettoyait la table, Thornburg se pencha vers son associé et se mit à parler en arabe rapide et dur. Il l'insulta, la traita d'enfant écervelé et se moqua d'elle. Il supposait que le personnel était invisible. Il supposait qu'elle était ignorante. Ce qu'il ignorait, c'est que les 100 000 € de dette d'Elena provenaient d'un master en linguistique arabe. Elle se redressa, le regarda droit dans les yeux, et les mots qui sortirent de sa bouche ne firent pas que lui glacer le sang. Ils changèrent toute sa vie. La lumière du tableau de service de la cuisine tinta un son devenu la bande sonore du cauchemar éveillé d'Elena Sanchez. Il était 19 heures un mardi soir, et le Méridien Étoile, un restaurant si exclusif qu'il n'avait même pas d'enseigne, bourdonnait d'activité. L'air sentait les Saint-Jacques poêlés et l'argent ancien. Elena, 26 ans, portait 3 assiettes sur son bras gauche, la porcelaine appuyant sur un bleu qu'elle s'était fait la veille. Chaque assiette coûtait plus cher que sa première voiture. Sur le plan académique, c'était un génie. Elle possédait un master en linguistique moderne et en études moyen-orientales obtenues dans une université prestigieuse. Elle pouvait débattre de théories géopolitiques en 3 langues et traduire de la poésie du XVIe siècle dans 2 autres. Elle était aussi écrasée par une dette qui lui sciait les jambes. Ce poids écrasant était la raison pour laquelle elle travaillait ici au Méridien, en plein cœur de Paris, portant un tablier noir impeccablement amidonné et souriant à des clients qui la considéraient comme un meuble. Sanchez, la table 4 veut l'addition. La table 7 vous demande. Et le groupe Thornburg vient d'arriver. Ne gâchez pas tout. La voix appartenait à Mark Peters, le directeur du restaurant. Peters vivait dans un état de terreur permanente. Il dirigeait par la peur, adulant les clients fortunés et terrorisant le personnel. « Le groupe Thornburg » demanda Elena, le sang légèrement glacé. « Julian Thornburg. » Oui, ce Thornburg, celui de Thornburg Global, l'homme qui pourrait acheter tout le quartier avant même que son entrée ne refroidisse. Il est dans le salon privé et il est particulier. Peters redressa sa cravate déjà parfaite, ses yeux angoissés, glissant vers la porte close de la salle privée. « Ici tout est oui, Monsieur Thornburg. Tout de suite, Monsieur Thornburg. Vous ne parlez que si l'on vous parle. Vous n'existez pas. Compris. » « Compris, Monsieur Peters, » répondit Elena d'une voix plate et professionnelle. « Et ne le regardez pas dans les yeux, » ajouta Peter Goss avant de s'éloigner en hâte. Elena inspira profondément, lissa son tablier. Son amie et collègue Sarah Jensen glissa à côté d'elle au bar de service attrapant un plateau de verre. « Tu as Thornburg. Bonne chance, » murmura Sarah, les yeux écarquillés. La dernière fois qu'il est venu, il a fait renvoyer son serveur parce que son steak faisait trop de bruit quand il le coupait. Je ne plaisante pas. Peters l'a viré sur le champ. Trop de bruit, répéta Elena. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un monstre capricieux, répondit Sarah. Sois un fantôme, Elena. Un fantôme. Et survis. Elena hocha la tête, mais une chaleur amère familière monta dans sa poitrine. Elle avait passé ces 5 ans de sa vie à devenir une experte. Sa thèse sur l'évolution des dialectes du Golfe avait été qualifiée de révolutionnaire par ses professeurs. Et maintenant, son objectif professionnel principal consistait à devenir un fantôme pour un homme qui pensait qu'un steak pouvait être trop bruyant. Elle attrapa une lourde carafe d'eau glacée, la condensation froide contre ses doigts, et poussa la lourde porte en chêne de la salle privée. La pièce était silencieuse. 2 hommes étaient assis à une table couverte de documents. L'un plus âgé avait un visage fatigué, mais bienveillant. C'était M. Hoffman, le directeur des opérations de Thornburg. L'autre face à la porte était Julian Thornburg. Il n'était pas ce qu'elle imaginait.
Il était jeune, peut-être la trentaine avancée, avec des traits nets et sévères, et des yeux si sombres et intenses qu'il semblait absorber la lumière. Il portait un costume sombre taillé avec une précision presque allemande, mais il le portait comme une armure. Il dégageait une aura d'impatience si profonde qu'Helena la ressentit comme un choc physique. « De l'eau, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Thornberg ne leva même pas les yeux. Il fit simplement un geste distrait, profondément plongé dans sa conversation avec Hoffman. Helena avança avec la grâce silencieuse de l'habitude. Elle remplit d'abord le verre de M. Hoffman. Puis elle s'approcha de Julian Thornberg. Elle inclina doucement la carafe, l'eau coulant, en un filet clair dans le verre en cristal. Et alors cela arriva. Un petit morceau de glace collé à l'intérieur de la carafe se détacha et tomba dans le verre avec un tink discret. La plus petite éclaboussure franchit le rebord. Ce n'était pas une maladresse. C'était une micro-goutte, une unique goutte d'essai qui atterrit sur le bois sombre de la table à quelques centimètres d'une pile de rapports financiers. Helena se figea. Julian Thornberg interrompit immédiatement sa phrase. Le silence fut absolu. Il tourna lentement délibérément la tête. Ses yeux sombres ne la regardèrent pas. Il fixait l'unique goutte d'eau. Il la contempla une seconde. 2. Puis il releva enfin son regard vers elle. Ce n'était pas de la colère. C'était un mépris froid pur glacial, bien pire encore. « Monsieur Peters », tonna-t-il sa voix traversant la lourde porte comme une lame. Helena sentit son estomac se transformer en glace. Elle n'avait même pas renversé de l'eau sur lui. Il s'agissait d'une seule goutte sur la table. La porte s'ouvrit brusquement et Peters se précipita à l'intérieur, le visage blême de panique. « Monsieur Thornberg, tout va bien. Mes excuses. »« Cette serveuse, » dit Thornberg, la voix chargée de dédain, en désignant Helena, « est incompétente. Je suis au milieu d'une négociation valant des milliards, et je dois être interrompu par ceci. »« Monsieur, je suis tellement désolé, » commença Helena, la voix légèrement tremblante. « Ce n'était qu'une... » « Silence, » siffla Peters, les yeux écarquillés de terreur. Il sortit un mouchoir blanc immaculé de sa poche et tamponna lui-même l'unique goutte d'eau, mot comme s'il s'agissait d'un produit toxique. « Je vous présente toutes mes excuses, Monsieur Thornberg, vraiment. Cela ne se reproduira plus. Je la retire immédiatement de votre service. » Thornberg se renfonça dans son fauteuil, les yeux toujours verrouillés sur Helena. Il la regardait vraiment avec ses cheveux tirés, en un chignon strict, et son visage blême d'humiliation. Puis il se tourna vers M. Hoffman. Le milliardaire laissa échapper un rire bref, incrédule. Et alors il se mit à parler dans une langue dont il était certain que personne ici, hormis son associé, ne comprendrait un mot. Il parla en arabe du Golfe, rapide et fluent. « Voilà ce qui ne va pas avec ce pays, » dit-il, la voix emplie de venin. « On laisse des enfants faire le travail de professionnels. Cet endroit est une plaisanterie. Regardez-la. Elle est probablement aussi vide qu'elle est maladroite. Elle ne sait même pas verser de l'eau. Je serais surpris qu'elle sache lire. » Il adressa un sourire narquois à Hoffman, attendant un rire complice. Hoffman, à son crédit, ne fit qu'afficher un malaise visible. Thornberg jeta un coup d'œil à Helena figée, les bras le long du corps. Il ajouta en arabe une dernière insulte méprisante, qu'on me la sorte de la vue. Peter, entendant la langue étrangère sans en comprendre un mot, esquissa un sourire nerveux, croyant à une conversation d'affaires. « Tout de suite, monsieur. Sanchez, c'est terminé. Allez dans mon bureau, voilà, maintenant. » Il se retourna pour partir. Mais Helena ne bougea pas. Quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas seulement l'insulte. C'était des années de frustration. C'était la dette écrasante. C'était l'ironie amère d'être traitée d'idiote dans la même langue qu'elle avait consacré sa vie à maîtriser. Elle avait passé des nuits blanches dans une bibliothèque à écrire une thèse de 200 pages sur le dialecte précis qu'il utilisait maintenant pour la ridiculiser. Peters avait déjà tourné le dos,
sûr qu'elle le suivrait. M. Hoffman regardait ses papiers gêné. Julian Thornburg se replongeait dans ses documents, l'ayant déjà rayé de son univers. Helena inspira profondément. La peur disparut remplacée par une clarté froide et tranchante. Elle ne parla pas à Peters. Elle s'adressa directement à Julian Thornburg. Et dans un arabe parfait, académique sans accent, elle dit « Monsieur, votre supposition est incorrecte. » Toute la pièce s'arrêta. Peters se figea la main sur la poignée. M. Hoffman releva brusquement la tête et la mâchoire pendante. La main de Thornburg, qui s'apprêtait à saisir son stylo, s'immobilisa. Il ne se retourna pas. Il resta figé, tout son corps tendu. Helena continua sa voix pas forte, mais possédant l'autorité tranchante d'une professeure réprimandant un étudiant insolent. « Je ne suis pas écervelée, » poursuivit-elle en arabe impeccable. « Et je sais lire. Je peux lire les rapports financiers sur votre table. Je peux lire la poésie d'Al-Mutanabbi. Et je peux certainement lire votre caractère que vous venez d'exposer devant tout le monde. » Julian Thornburg tourna la tête. Il bougea lentement comme dans un rêve. Son visage était vidé de toute couleur. L'arrogance, l'impatience, la puissance brutale, tout avait disparu. Il la fixait comme si elle venait de se transformer sous ses yeux. Peters, entendant cet enchaînement de sons qui lui paraissait être du charabia, se retourna brusquement. « Sanchez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous ai dit de sortir. » Helena l'ignora. Elle maintint son regard ancré dans celui de Thornburg. « De plus, » dit-elle en reprenant exactement le même dialecte du Golfe que lui l'accent parfait, « ma compétence ne se définit pas par une goutte d'eau. Pas plus que le caractère d'un homme ne devrait se définir par l'argent dans son compte en banque. Mais vous, monsieur, rendez cette argumentation difficile à soutenir. » Monsieur Hoffman étouffa un toussotement étranglé. Julian Thornburg la fixait. Il était incapable de parler. Cette serveuse, ce rien non seulement avait compris son insulte privée, mais elle avait répondu. Elle l'avait corrigé. Et elle venait de renverser la pièce entière. Elle venait de lui faire la leçon, et dans un dialecte que ses propres professeurs payés des millions n'arrivaient pas à maîtriser. « Qu'est-ce qui se passe? » hurla Peters, le visage virant de rouge tacheté. « Vous menacez ce client Sanchez. » Helena rompit enfin son contact visuel avec Thornburg et regarda son manager. Elle repassa à l'anglais sa voix calme et nette. « Monsieur Peters, ce monsieur m'a insulté. Il m'a traité d'enfant écervelé, a dit que j'étais maladroite et que je ne savais pas lire. Il l'a fait en arabe en supposant que j'étais trop stupide pour le comprendre. » Peters regarda frénétiquement Helena puis Thornburg. « Monsieur Thornburg, je suis sûr qu'elle se trompe. Elle est hystérique. Elle ne se trompe pas. » La voix venait de Julian Thornburg. Elle était calme, tendue. Il était toujours pâle. Il regardait Helena et pour la première fois, il ne la regardait pas. Il la voyait. Le choc incrédule se transforma lentement en quelque chose d'autre. Un début de calcul froid terrifiant. « Elle a compris chaque mot », dit Thornburg en anglais, la voix plate. Le monde entier de Peters sembla s'effondrer. Il regarda Helena avec une expression nouvelle horrifiée. « Vous parlez ça. »« J'ai un master dans cette langue, » répondit-elle simplement. « Vous êtes renvoyé, » balbutia enfin Peters, pointant la porte d'un doigt tremblant. « Renvoyé. Comment osez-vous, insoumission? Écoute clandestine. Dehors. Sortez de ce restaurant. Videz votre casier. » Helena regarda Peters, puis elle regarda Thornburg. Thornburg la fixait simplement. Son expression était devenue totalement illisible. Il ne la défendit pas. Il n'arrêta pas son directeur. Il observa seulement. Un rire amer faillit lui échapper. Bien sûr. Que croyait-elle qu'il allait la défendre? Il était milliardaire
et elle n'était que le personnel qui venait de l'embarrasser. « Très bien, » dit Elena. Elle détacha son tablier noir, celui qui représentait toute sa dette, tous ses échecs. Elle le plia soigneusement et le posa sur le plateau de service. « Je vous enverrai une adresse pour mon dernier salaire, » dit-elle à Peters. Puis elle regarda directement Julian Thornberg. « Passez une excellente soirée, Monsieur Thornberg, » dit-elle dans un anglais parfait. Elle se pencha alors légèrement et murmura en arabe pour que seul lui et Hoffman puissent entendre « Et bonne chance pour votre accord, vous en aurez besoin. » Elle se retourna et sortit de la pièce. Elle ne claqua pas la porte. Elle la referma doucement derrière elle, laissant Julian Thornberg et son associé dans les décombres du silence qu'elle venait de créer. Elena sortit du Méridien Étoile dans la froide nuit parisienne. La réalité de sa situation la frappa avec la brutalité d'une rafale venant de la Seine. Elle était renvoyée, sans emploi. Son loyer était dû dans une semaine et le remboursement de son prêt étudiant, un étouffant 800 €, dans 2 semaines. Elle avait 412 € sur son compte. Son moment de défi qui lui avait semblé si juste et puissant quelques minutes plus tôt lui parut désormais stupide, irréfléchi. Qu'avait-elle accompli? Elle avait répondu à un milliardaire et maintenant elle ne pouvait plus payer son loyer. Elle avait laissé sa fierté la ruiner. Elle rentra dans son minuscule studio en rez-de-chaussée, le genre où l'on voit les pieds des passants défiler devant la fenêtre. Elle s'assit sur son vieux canapé d'occasion et fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle pleura. Elle pleura pour l'injustice écrasante de tout cela. Tout ce travail, toutes ces études pour rien. Le lendemain n'était qu'un brouillard de misère grise. Elle se réveilla. Les yeux gonflés, et alluma immédiatement son ordinateur portable. Elle passa 8 heures d'affilée à postuler. Assistante de direction, réceptionniste, barista, promeneuse de chiens. Elle postula même dans un autre restaurant haut de gamme, sachant qu'elle devrait mentir sur son départ du Méridien. Elle envoya aussi son CV à 3 agences de traduction, mais elles exigeaient toutes 5 à 10 ans d'expérience. Ses qualifications académiques semblaient n'avoir aucune valeur dans la vraie vie. À 15 heures, elle avait reçu 6 emails de refus automatiques. Son téléphone silencieux, toute la journée vibra soudain. Numéro inconnu. Elle ignora. Il revibra. Un message vocal. Elle écouta le téléphone collé à l'oreille. Message pour mademoiselle Elena Sanchez. Dit une voix féminine nette professionnelle. Je suis Amanda Bishop, assistante exécutive de Monsieur Julian Thornberg. Monsieur Thornberg demande à vous rencontrer cet après-midi dans son bureau. Une voiture est envoyée à votre adresse et arrivera dans 15 minutes pour vous conduire à la Défense. Merci d'être prête. Le message prit fin. Le cœur d'Elena se mit à marteler contre ses côtes. Une voiture. Une rencontre. Allait-il la poursuivre en justice, la mettre sur liste noire de tous les restaurants de Paris? Elle était terrifiée, mais avait-elle le choix? S'il voulait ruiner sa vie, il pouvait le faire même sans elle. Au moins ainsi elle pouvait lui faire face. Elle éclaboussa son visage d'eau froide, troqua son survêtement pour sa seule tenue d'entretien. Un chemisier noir simple et un pantalon sombre, et passa une brosse dans ses cheveux. Elle se sentait comme une prisonnière appelée à sa propre sentence. Exactement 15 minutes plus tard, une Mercedes classe S noire brillante s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur, un homme en costume noir, descendit, ouvrit la portière arrière sans prononcer un mot. Elena s'installa dans l'habitacle de cuir moelleux et silencieux. La voiture semblait isolée du monde. Elle s'éloigna du trottoir, laissant derrière elle son ancienne vie ratée et brisée. Elle ignorait qu'on la conduisait vers une nouvelle. Le trajet fut court. La voiture entra dans un garage privé sous une tour de verre imposante Thornberg Global Europe, siège de la Défense. Le chauffeur la mena à un ascenseur privé.
Il utilisa une carte et la cabine monta d'un mouvement rapide sans s'arrêter jusqu'à émettre un léger ding avant que les portes ne s'ouvrent directement dans un bureau penthouse. Le bureau était immense. 3 murs de verre du sol au plafond offraient une vue vertigineuse à 180 degrés sur Paris-La Défense et la Seine étincelante. Le mobilier était minimaliste, coûteux sévère. Et devant la grande baie vitrée debout derrière un vaste bureau noir se tenait Julian Thornberg. Il était en chemise sans veste. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. « Miss Bishop, vous pouvez y aller. Tenez tous mes appels, » dit-il sans se retourner. L'assistante qui avait appelé Helena, une femme à visette aussi acérée et austère que le bureau, hocha la tête et disparut par une porte latérale. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière Helena, la laissant seule avec lui. Le silence devint assourdissant. Il finit par se retourner. Son expression n'était pas de la colère, c'était du calcul de l'intensité. Il la regardait comme il l'avait regardée au restaurant, mais le mépris avait disparu, remplacé par une curiosité brute dérangeante. « Vous avez un master en linguistique, » déclara-t-il. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Helena, la voix petite mais stable. « Où? »« À la Sorbonne, » dit-elle selon le nouveau contexte européen. Il hocha lentement la tête. « L'alma mater de ma mère. Mon père siège au conseil. » Le cœur d'Helena se serra. Bien sûr, le réseau. Il allait faire annuler son diplôme. Mais Thornberg continua avançant lentement vers elle. Il a toujours considéré les sciences du langage comme une discipline douce, un gaspillage de frais universitaires. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. « Hier soir, vous avez parlé dans un dialecte du Golfe. Votre accent était-il impeccable, meilleur que le mien. Je paye mes professeurs 500 € de l'heure et ils ne sonnent même pas aussi bien que vous. J'ai passé un an à Abu Dhabi pour ma thèse, » répondit Helena, retrouvant son aplomb. « J'y ai vécu. »« Vous avez vécu à Abu Dhabi et vous me serviez des Saint-Jacques, » dit-il plus pour lui-même que pour elle. Il semblait sincèrement déconcerté par ce décalage. « Les prêts étudiants, Monsieur Thornberg, ils ne se remboursent pas tout seuls. » Il la regarda longtemps. « Hier soir, j'ai été un imbécile arrogant. Ce que j'ai dit était inexcusable. C'était le résultat d'une négociation sous haute pression, mais ce n'est aucune excuse. Je suis désolé. » L'excuse resta suspendue dans l'air étrange et incongru, dans cette pièce tout comme son arabe dans le restaurant. « Merci, » dit doucement Helena. « Mais je ne vous ai pas fait venir pour m'excuser, » reprit-il, sa voix redevenant professionnelle. « Je vous ai fait venir parce que j'ai un problème. » Il désigna son bureau, où étaient étalés les mêmes documents que la veille. C'est un accord de 2 milliards d'euros, un projet d'infrastructure d'énergie verte. Mes partenaires sont un consortium basé à Abu Dhabi, le même dont vous venez de maîtriser parfaitement le dialecte. Il s'interrompit, les yeux plissés. L'accord s'effondre. Nous nous disputons sur des nuances contractuelles. Mon traducteur principal, un homme que j'utilise depuis des années, a démissionné il y a 2 jours débauché par un concurrent. J'ai recours à un service de traduction, et c'est un désastre. Nous ne nous comprenons plus. Les échanges deviennent hostiles. Il planta son regard dans le sien. Mon associé, M. Hoffman, était impressionné. Je l'étais encore plus. Vous n'avez pas seulement compris ce que je disais. Vous avez compris le sous-texte, l'insulte, la nuance. Il retourna à son bureau, prit une feuille unique. « J'ai appelé le Méridien ce matin, » dit-il. Helena se raidit. « J'ai parlé à M. Peters. Je lui ai dit que son comportement était inacceptable, que vous étiez la personne la plus professionnelle dans cette pièce, et que si lui ou son établissement voulait un jour revoir un seul membre de mon conseil, de mon entreprise ou de mon réseau, entrer dans son restaurant, il devait vous présenter des excuses officielles et vous offrir votre poste avec une promotion à responsable de salle. » Les yeux d'Helena papillonnèrent. « Il l'a fait. » « Bien sûr.
répondit Thornberg d'un ton lassé. Vous pouvez récupérer votre ancien emploi, mademoiselle Sanchez. Revenir servir de l'eau à des hommes comme moi. Il fit glisser la feuille vers elle. C'était un chèque. Ou, continua-t-il, vous pouvez accepter ceci. Une prime de signature d'1 million d'euros et vous venez sauver mon accord de 2 milliards. Elena fixa le chèque. Un chèque de banque à son nom. Le chiffre 1000 Milo. Elle n'avait jamais vu autant de zéros. Son esprit chancela. Un million, balbutia-t-elle. C'est votre prime de signature, dit Thornberg avec impatience comme s'il annonçait la météo. Votre salaire pour le projet sera le triple. Le projet était estimé à 3 mois. Si nous échouons, vous gardez la prime. Si nous réussissons, vous recevrez une rémunération de fin de mission substantielle. Il prit son silence stupéfait pour une négociation. Écoutez, mademoiselle Sanchez, je suis dans une situation difficile. Mes concurrents savent que mon traducteur a démissionné. Ils tentent activement de saboter cet accord. Le consortium que je rencontre est très traditionnel. Ils attachent d'os la valeur au respect, à la nuance. Hier soir, vous avez prouvé que vous en êtes maîtresse. Je ne vous embauche pas pour traduire des mots. Je vous embauche pour traduire une intention. Elena retrouva sa voix. Elle tremblait. Vous m'avez insulté. Vous m'avez fait renvoyer. Et maintenant, vous m'offrez 1 million d'euros. Je ne vous ai pas fait renvoyer, la corrigea-t-il la voix tranchante. Votre manager incompétent vous a renvoyé. Et j'ai rectifié cela. Mais oui, l'ironie ne m'échappe pas. Je vous offre une fortune pour résoudre un problème lié à la langue même dont je me suis servi pour vous rabaisser. L'univers semble-t-il a un sens de l'humour particulier. Elena regarda le chèque puis son visage. Il ne plaisantait pas. Il était désespéré et intelligent. En 30 secondes de réponse, il avait compris exactement de quoi elle était capable. Il n'embauchait pas une serveuse. Il embauchait une arme. « Quels sont les termes ?» demanda-t-elle, la voix redevenue brusquement professionnelle. Le choc se dissolvait remplacé par la même clarté froide qu'elle avait ressentie au restaurant. Thornberg esquissa presque un sourire. Les termes sont simples. Vous êtes sous contrat 24 heures, 24/7 Jeddah 7. Vous serez mon conseillère personnelle et la seule traductrice pour cette négociation. Vous prendrez l'avion avec moi demain pour Abu Dhabi. Demain. Les négociations se font en personne. Vous aurez un bureau ici, un compte de dépenses, une nouvelle garde-robe. Miss Bishop s'occupera de tout. Vous n'avez qu'à faire ce que vous avez fait hier soir. Écoutez ce qu'ils veulent vraiment dire. Elena pensa à ses dettes, cette somme colossale qui la broyait depuis des années. Ce chèque les effacerait. Ce chèque changerait la vie de sa famille. Ce chèque était sa carte de sortie de prison de la vie où elle était enfermée. Mais c'était plus que ça. C'était la validation qu'on lui avait toujours refusée. La chance d'utiliser enfin ses compétences. La chance d'être dans la pièce où tout se joue au lieu d'y servir de l'eau. « J'ai une condition, dit-elle. Thornberg leva un sourcil. « Je ne suis pas votre assistante. Je ne suis pas votre servante. Je suis votre conseillère linguistique et culturelle. Vous me traiterez en professionnel. Quand je suis dans cette pièce, mon avis sur la langue et la culture est final. Si je vous dis de ne pas dire quelque chose, vous ne le dites pas. Si je vous dis que vous avez mal compris, vous écoutez. Je ne suis pas une employée. Je suis une consultante. C'est clair. » Une ombre de vrai sourire passa sur les lèvres de Julian Thornberg. « Mademoiselle Sanchez, pour 4 millions d'euros, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Tant que vous sauvez cet accord. »« C'est clair, cristallin, » répondit Elena. « Bien, bienvenue chez Thornberg Global Europe. » Il désigna le chèque. « Déposez-le en allant voir Miss Bishop. Elle vous attend. Une voiture vous conduira pour obtenir un passeport accéléré, puis chez un tailleur. Nous décollons à 6 heures demain matin. » Les 24 heures suivantes furent un tourbillon irréel.
Elena fut conduite de la banque, où les mains du guichetier tremblaient en traitant le dépôt à un salon de luxe, puis à un tailleur privé, qui la mesura pour une douzaine de tailleurs et robes professionnelles dans des couleurs sobres et puissantes. On lui remit un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone et un dossier détaillant les points bloquants de l'accord. Elle ne dormit pas. Elle passa la nuit entière dans son nouvel appartement corporate temporaire plus grand que tout l'immeuble où elle vivait auparavant plongée dans les documents. Elle lut les emails mal traduits, les contrats erronés. Elle identifia aussitôt le problème. Le service de traduction utilisé par Thornberg avait employé un arabe classique formel. Mais les notes internes du consortium mal traduites étaient truffées d'expressions dialectales najdiennes régionales. Les traducteurs n'avaient pas saisi les idiomes. Ils traduisaient « Nous devons attendre que le vent se calme » comme un vers poétique. Elena savait que c'était simplement un idiome commercial signifiant « Nous attendons le feu vert informel du comité de régulation ». L'équipe de Thornberg répondait à des expressions idiomatiques par un anglais et des français juridiques rigides. Ils ne se parlaient pas, ils s'insultaient sans s'en rendre compte. Le côté de Thornberg paraissait brusque et méfiant, et la partie émiratie paraissait indécise et fuyante. Elle marchait droit dans un champ de mines. À 5 heures du matin, elle rejoignit Julian Thornberg et M. Hoffman à un aérodrome privé près de Paris. Thornberg était de nouveau en armure, costume sombre, visage fermé. Il lui adressa un bref signe de tête. « Mademoiselle Sanchez, vous avez changé. »« Vous aussi, Monsieur Thornberg, » répondit-elle. Elle portait un tailleur bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon strict. La serveuse avait disparu. Ils montèrent à bord du Gulfstream G650. Alors que le jet s'élevait au-dessus du ciel encore sombre de Paris, Elena ouvrit son ordinateur. « Il faut parler, » dit-elle. « Nous ne gagnerons pas en argumentant point par point le contrat. » Thornberg et Hoffman la regardèrent. « Nous gagnerons, » dit-elle, en présentant des excuses. Thornberg sursauta. Des excuses pour quoi leur indécision? Une excuse, répéta Elena la voix ferme. Pour notre arrogance. Nous avons interprété leur courtoisie comme une faiblesse et notre franchise comme une force. C'est l'inverse. Nous leur avons parlé en haussant le ton dans une langue qu'ils comprennent trop bien. Nous allons commencer cette réunion par une excuse de ma part en votre nom pour l'ignorance culturelle de nos précédents traducteurs. Nous allons montrer de l'humilité. Puis nous allons réparer cela. Julian Thornberg la fixa. Cette femme qui lui avait servi de l'eau 48 heures plus tôt. Il s'apprêtait à protester, mais il vit l'expression dans ses yeux. C'était la même que dans le restaurant, une certitude froide, inébranlable. Il hocha la tête. « Faites-le. » La salle de conférence à Abu Dhabi était un exercice de puissance opulente. Une immense table en acajou poli de 10 mètres entourée de baies vitrées, offrant une vue sur une ville de sable et de verre. D'un côté siégeaient Julian Thornberg, M. Hoffman et Elena Sanchez. De l'autre, le cheikh Al-Jamil, patriarche du consortium, accompagné de ses 3 fils et de leur équipe juridique. À l'extrémité de la table se trouvait un homme nommé M. Ibrahim, leur traducteur principal. Elena le reconnut, ou plutôt reconnut son nom. Elle avait lu un article qu'il avait publié. Brillant, mais impitoyable. L'atmosphère était glaciale. Le cheikh, imposant dans ses robes blanches immaculées, n'avait pas souri. La réunion débuta en anglais. « Monsieur Thornberg, » dit le cheikh, sa voix grave, résonnant comme un tambour. « Nous sommes mécontents. Vos contrats sont agressifs. Vos délais manquent de respect. Nous pensons que vous ne comprenez pas notre manière de travailler. » Thornberg se raidit prête à répliquer. Elena posa doucement la main sur le dossier devant lui, le signal convenu. Elle se pencha et s'adressa au cheikh. Elle parla dans un arabe formel impeccable. « Votre Excellence, cheikh Al-Jamil, m'est-il permis de prendre la parole ?» Un léger tressaillement parcourut le cheikh et ses fils.
Leur traducteur Ibrahim plissa les yeux. « Vous pouvez, » répondit le cheikh intrigué. « Je m'appelle Elena Sanchez, dit-elle. Je suis la conseillère linguistique et culturelle principale de M. Thornberg. Je viens d'être nommé sur ce projet et je dois commencer au nom de Thornberg Global Europe par une excuse. » La température de la pièce changea. La tension ne disparut pas, mais elle se déplaça. « Nous avons étudié la correspondance, » poursuivit Elena en arabe. « Et il est clair que notre représentation précédente ne vous a pas accordé le respect qui vous est dû. Ils ont pris votre planification soigneuse et délibérée pour de l'hésitation. Ils n'ont pas compris les nuances de vos expressions régionales et, en y répondant avec une brutalité excessive, ils ont, j'en suis certaine, semblé arrogants. C'était notre erreur, pas la vôtre. Et nous sommes ici pour la corriger. » Le cheikh la fixa. Il ne s'attendait pas à cela. Il regarda Thornberg. « Monsieur Thornberg, cette femme parle en votre nom. » Suivant exactement le script, d'Elena Thornberg hocha la tête. « Oui, pour tout ce qui concerne la langue et la culture, la voix de Mademoiselle Sanchez est la mienne. » Le cheikh caressa sa barbe, puis hocha la tête vers Elena. « Continuez. » Pendant 2 heures, Elena fut magistrale. Chef d'orchestre, diplomate, dictionnaire vivant. Quand les avocats de Thornberg disaient « Nous avons besoin d'un délai ferme pour l'approbation réglementaire », Elena traduisait. « Monsieur Thornberg respecte profondément la nécessité du processus de régulation et souhaite savoir comment soutenir au mieux votre calendrier, afin d'assurer une approbation rapide et harmonieuse pour le bénéfice de nos 2 parties. » Quand le fils du cheikh disait en arabe « C'est impossible, mon père ne sera pas poussé », Ibrahim traduisait « Ce n'est pas possible. » Elena intervenait doucement. « Si vous me permettez. » Monsieur Ibrahim, je pense que l'intention du fils du cheikh n'était pas seulement l'impossibilité, mais plutôt que le rythme de la demande semble trop pressant. Il s'agit d'une question de respect, non de capacité. N'est-ce pas exact? Le fils surpris acquiesçait. Oui, exactement. Thornberg observait fasciné. Elle ne traduisait pas. Elle désamorçait des bombes. Elle transformait la négociation, ce n'était plus un combat, mais une collaboration. Puis vint le point d'achoppement, une clause de responsabilité. Le consortium voulait que Thornberg Global prenne tous les risques en cas de retard réglementaire. Les avocats de Thornberg refusèrent. Le ton monta. Le cheikh leva la main. Il parla rapidement à ses fils et à Ibrahim en arabe. Une discussion privée animée. Elena et l'équipe de Thornberg attendirent en silence. Le cheikh était furieux. « C'est une insulte, » dit-il en arabe. « Pourquoi devrions-nous leur faire confiance ?» Puis Ibrahim se pencha vers lui et murmura quelque chose rapide. « Votre Excellence peut être un compromis. Nous pouvons accepter leur clause, mais seulement s'ils acceptent d'utiliser notre sous-traitant local préféré pour toute la main-d'œuvre. » Le cheikh hocha la tête. « Très bien, proposez-le, » dit le cheikh Al-Jamil. Monsieur Ibrahim se tourna vers l'équipe Thornberg. Son visage affichait un calme professionnel presque trop parfait. Il prit la parole en anglais. « Messieurs, mademoiselle Sanchez le cheikh est prêt à faire une concession. Il acceptera votre clause de responsabilité. » Les avocats de Thornberg semblèrent soulagés. À une petite condition comme signe de bonne volonté, il demande que vous privilégiez l'emploi de main-d'œuvre locale lorsque cela est possible. Un geste symbolique. Monsieur Hoffman s'éclaira. C'est tout. Un geste symbolique. Absolument, on peut l'ajouter dans un mémorandum. Ce n'est même pas un changement contractuel. Thornberg regarda Elena. Elle ne regardait pas Ibrahim. Elle regardait son carnet. Son visage était pâle. « Mademoiselle Sanchez, » demanda Thornberg, « cela vous semble acceptable ?» Elena inspira profondément. C'était le moment décisif. « Monsieur Thornberg, » dit-elle, la voix basse et maîtrisée, « puis-je vous parler, vous et Monsieur Hoffman, en privé 1 minute ?» La demande rompait le protocole.
L'équipe émirassi sembla agacée. Ibrahim, lui, eut un bref mouvement de nervosité. « C'est urgent », précisa-t-elle. Tenant sa promesse de lui faire confiance, Thornberg se leva. « 5 minutes, messieurs. Veuillez nous excuser. » Ils entrèrent dans l'antichambre attenante. À peine la porte refermée, Thornberg attrapa le bras d'Helena. « Qu'y a-t-il » ? C'était une excellente nouvelle. On avait gagné. « Non, on se fait avoir », dit Helena, la voix tremblante d'adrénaline. « Ce traducteur Ibrahim, il ment. »« Quoi ?» fit Hoffman. « Comment ça il ment ? Il n'a pas traduit ce que le cheikh a dit. Il n'a même pas traduit ce qu'il a dit lui. Il insère son propre agenda. »« Expliquez, » dit Thornberg, ses yeux devenant d'un noir glacial. « Ibrahim a proposé un compromis au cheikh. Il n'a jamais parlé de main-d'œuvre locale. Il a dit leur sous-traitant local préféré au singulier. Et lorsqu'il l'a traduit pour nous, il a modifié en main-d'œuvre locale lorsque possible. Il l'a adouci. Il joue double jeu. »« Pourquoi ?» demanda Hoffman. « Je ne sais pas, » répondit Helena. « Mais un sous-traitant privilégié, ce n'est pas un geste symbolique. C'est un dessous de table à plusieurs millions. Il essaye de nous piéger et de piéger le cheikh. Probablement qu'il est payé par ce sous-traitant. Il sabote l'accord pour son propre profit. » Thornberg demeura silencieux quelques secondes. Le niveau de manipulation était sidérant. Il avait failli tomber dedans tête la première. « Il parie que vous êtes une traductrice comme les autres, » dit Thornberg, « que vous ne verrez pas la différence entre main-d'œuvre locale et sous-traitant privilégié. Il parie que vous êtes comme les précédents. »« Que fait-on » demanda Hoffman, paniqué. « On ne peut pas l'accuser. On offenserait le cheikh, on ferait exploser tout l'accord. » Thornberg regarda Helena. La confiance dans ses yeux était totale. « Que faites-vous à Fesfouge, mademoiselle Sanchez? C'est votre terrain. » L'esprit d'Helena s'emballa. Elle ne pouvait pas accuser Ibrahim en anglais, ce serait sa parole contre la sienne. Elle ne pouvait pas l'accuser devant le cheikh, ce serait une humiliation publique insupportable. Elle devait l'exposer, mais lui faire se piéger lui-même. « J'ai une idée, » dit-elle, « mais vous devez faire exactement ce que je dis. Ne réagissez pas. Et, monsieur Thornberg, j'ai besoin que vous ayez l'air en colère. Pas contre lui, contre moi. » Thornberg eut l'air confus. « Je ne comprends pas. »« Vous n'êtes pas censé comprendre, » répondit-elle. « Ils ne sont pas censés comprendre. Faites-moi confiance. » Ils revinrent dans la salle de réunion. L'atmosphère était pleine d'attente. Ibrahim affichait un sourire satisfait. « Toutes nos excuses, messieurs, » dit Julian Thornberg d'une voix dure comme l'acier. Il s'assit sans regarder le cheikh et fusilla Helena du regard comme convenu. « Monsieur Ibrahim, » dit Thornberg en anglais, « votre traduction parlait d'un geste symbolique, mais ma conseillère, il accentua le mot d'une légère pique, semble penser qu'il s'agit d'une demande plus engageante. Elle est prudente. » Helena baissa la tête comme une employée réprimandée. Ibrahim sourit un sourire mince huileux. « Ce n'est qu'un signe de respect mutuel, monsieur Thornberg. Une nécessité culturelle. Votre conseillère n'est peut-être pas familière avec l'ampleur de ce genre d'accord. Vos avocats n'ont aucune raison de s'inquiéter. » Il la méprisait. Pour lui, elle n'était qu'une serveuse chanceuse. « Je vois, » dit Thornberg. « Donc, vous confirmez qu'il s'agit bien d'une demande non contraignante concernant la main-d'œuvre locale. » « Précisément, » répondit Ibrahim. « Parfait, » dit Thornberg. « Alors nous avons un accord. » Monsieur Hoffman jeta à Helena un regard paniqué. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le laissait passer. Le cheikh lui sembla satisfait. « Excellent. Nous allons faire rédiger les contrats finaux. » Tout le monde commença à rassembler ses documents. L'accord était conclu. Helena attendit que le cheikh soit debout. Qu'Ibrahim serre la main de monsieur Hoffman, affichant son sourire mensonger. Alors elle parla. Elle ne parla pas en anglais.
Elle ne parla pas non plus dans l'arabe formel de la réunion. Elle s'adressa directement à M. Ibrahim dans un dialecte égyptien, vif et tranchant. Un dialecte réputé dans le monde linguistique pour les confrontations médiatiques et les joutes intellectuelles musclées. « Monsieur Ibrahim », dit-elle, la voix claire résonnant dans toute la pièce. Ibrahim se figea sa main encore posée sur celle de Hoffman. « Vous êtes un homme très compétent », poursuivit Helena en arabe, un sourire poli aux lèvres. « Je lisais justement votre article de 2019 sur les faux amis contractuels dans les négociations du Golfe. Il était brillant, surtout votre section sur la stratégie du sous-traitant privilégié. » Le visage d'Ibrahim passa de la suffisance à la pâleur en une fraction de seconde. On aurait dit qu'elle venait de le gifler. Le cheikh et ses fils, qui discutaient entre eux, s'interrompirent et se retournèrent. Ils avaient entendu le changement de dialecte. Ils voyaient la terreur sur le visage d'Ibrahim. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le cheikh, la voix tranchante. « Qu'a-t-elle dit ?»« balbutia Ibrahim, retirant sa main de celle d'Hoffman. « Je disais simplement à M. Ibrahim à quel point j'admire son travail universitaire, » dit Helena, repassant au dialecte du Golfe avec une innocence feinte. « Il a écrit un article fascinant sur la façon dont des traducteurs malhonnêtes peuvent faire glisser des clauses de pot de vin dans une négociation en utilisant précisément le terme « sous-traitant privilégié » lorsque leur client voulait simplement parler de main-d'œuvre locale. C'est une tactique classique et trompeuse. Elle soutint le regard d'Ibrahim, son sourire immobile. Un traducteur moins expérimenté ne l'aurait peut-être pas vu. Mais vous et moi, nous connaissons la différence. N'est-ce pas, monsieur Ibrahim? Un silence terrible profond tomba sur la pièce. Ibrahim était pris au piège. Il transpirait. Le cheikh n'était pas un homme stupide. Il regarda Ibrahim et comprit immédiatement. Il venait d'être dupé. On les avait tous dupés. « Ibrahim, » dit-il d'une voix terriblement calme. « Est-ce vrai, avez-vous tenté de me tromper, moi et mes invités? Votre Excellence, ce n'était qu'un malentendu, une nuance linguistique. » Supplia Ibrahim, son avenir s'évaporant devant lui. « Une nuance, » rugit le cheikh, sa voix résonnant contre la vitre. « Vous avez menti. Vous avez utilisé cette tactique dans Emma Négociation. »« Il l'a fait, » dit Helena, calmement sa voix tranchant à travers la colère du cheikh. « Il vous l'a proposé comme compromis, puis il l'a volontairement déformé pour nous le présenter comme un simple geste symbolique. Il vous volait tous les deux. » Le visage du cheikh devint pourpre de rage. Il claqua des doigts. 2 gardes de sécurité massifs, postés près de la porte, entrèrent immédiatement. « Sortez ce voleur de ma vue, » tonna le cheikh. « Il est fini dans cette ville. Et il sera fini dans tout ce continent. » Ibrahim, livide et tremblant, fut escorté hors de la pièce. Le silence retomba. L'accord qui semblait conclu était désormais en lambeaux. La confiance avait éclaté. M. Hoffman paraissait prêt à s'évanouir. Thornberg fixait la porte où Ibrahim avait disparu. Helena, le cœur battant à tout rompre, se tourna vers le cheikh. « Votre Excellence, » dit-elle en s'inclinant légèrement. « Nous vous présentons nos plus profondes excuses. C'était une violation de votre confiance. »« De notre confiance, » corrigea le cheikh encore brûlant de colère. « Vous saviez, vous avez entendu, et vous l'avez exposé. »« C'était mon devoir de protéger mon client, » répondit Helena, « et mon obligation de préserver l'honneur de cette négociation. » Le cheikh la fixa longuement si longtemps que chaque seconde devint un supplice. Puis un rire lent profond monta de sa poitrine. Pas un rire joyeux, pas un rire colérique, un rire de pur respect abasourdi. « Monsieur Thornberg, » tonna-t-il en se tournant vers Julien. « Cette femme, elle a les yeux d'un faucon et le courage d'un lion. Où l'avez-vous trouvée? » Thornberg, qui observait Helena avec une admiration qu'il n'avait jamais montrée,
répondit enfin. C'est elle qui m'a trouvé. Votre Excellence. Le cheikh éclata d'un rire bref et puissant. Je vois. Eh bien, le serpent est sorti de notre jardin. Maintenant parlons. Parlons vraiment sans plus aucun mensonge. Il regarda Helena. Et vous, mademoiselle Sanchez, vous vous assiérez à côté de moi. J'en ai assez des traducteurs. Désormais, je parlerai à vous, et vous lui parlerez à lui. Nous conclurons cet accord ensemble. 3 jours plus tard, l'accord était signé. Un accord meilleur que tout ce que Thornberg avait imaginé. Le cheikh, impressionné par l'intégrité d'Helena et par la sagesse de Thornberg de lui faire confiance, avait concédé sur presque tous les points majeurs. Le projet de 2 milliards était sécurisé. Le vol retour vers Paris fut calme. Monsieur Hoffman dormait épuisé. Helena regardait par le hublot, contemplant la courbure de la terre. Thornberg, assis en face d'elle, avait un verre de whisky intact devant lui. Il n'avait presque pas parlé depuis la réunion. Alors que l'avion entamait sa descente au-dessus de la France, Julien parla enfin. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-il à propos du dessous de table. « Comment avez-vous su le déstabiliser avec cette histoire d'article universitaire ?» Helena détourna les yeux du hublot. « Je ne le savais pas, dit-elle. »« Quoi ? J'ai menti. Je n'ai jamais lu un article de lui. Je ne sais même pas s'il en a jamais écrit un. Je savais seulement qu'un homme, assez arrogant pour tricher dans une salle pareille, devait avoir un ego énorme. J'ai parié qu'il se voyait comme un stratège brillant. Alors, j'ai cité son brillant travail à lui. C'était la seule façon de l'exposer sans l'accuser. Je devais simplement lui faire croire que j'étais à son niveau et qu'il avait été démasqué. Julian Thornberg la fixa. Il n'était pas choqué, il était autre chose. Il éclata de rire, un rire bas authentique, le premier qu'elle entendait de lui. « Vous n'avez pas simplement traduit Helena, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Vous avez mené une opération psychologique. Vous avez fait tomber un escroc sauvé un accord de plusieurs milliards et négocié un nouveau partenariat. Tout cela dans une langue que vous étiez censé être trop stupide pour comprendre. » Il secoua la tête, baissant les yeux vers son verre. « Ce 1 million d'euros de prime, c'est l'affaire du siècle. »« Merci, monsieur Thornberg, » répondit-elle. « Julien, la corrigea-t-il. Je pense qu'on a dépassé le monsieur Thornberg. »« Julian, » répéta-t-elle. L'avion atterrit. Une voiture les attendait. Elle déposa Helena devant son nouvel appartement d'entreprise. « Je t'ai libéré ton planning pour 1 semaine, » dit Julien, alors qu'elle descendait. « Va acheter une maison, une voiture, ce que tu veux. Puis viens me voir à mon bureau. » Helena fit précisément cela. La première chose qu'elle fit fut de se connecter à son compte de prêt étudiant. Elle inscrivit le montant total dû. Elle valida. L'écran afficha « Félicitations, votre prêt est intégralement remboursé. » Elle s'assit sur le sol de l'appartement vide mais luxueux et éclata en larmes, mais cette fois c'étaient des larmes différentes. 1 semaine plus tard, elle entra dans le bureau de Julian Thornberg. Elle portait l'un de ses nouveaux tailleurs sur mesure. Elle n'était plus une serveuse. Elle n'était plus endettée. Elle était une femme libre. « Helena, » dit Julian en se levant pour l'accueillir. « Félicitations. »« Merci, Julian, pour cette opportunité. »« Ne me remercie pas, » dit-il. « C'est moi qui devrais te remercier, ce qui m'amène à une nouvelle proposition. » Il lui fit signe de s'asseoir. « La prime et les honoraires du projet, tout est à toi. C'est sur ton compte. Nous sommes quittes. »« Plus que quittes, » dit Helena. « Vous avez changé ma vie. » « Bien. » Il inspira profondément. « Parce que je vais la changer encore. » Cet accord à Abu Dhabi n'était que le début. Le cheikh veut que nous devenions son partenaire principal pour tous ses projets aux États-Unis et en Europe. Il ouvre une porte, mais je n'ai personne qui sache comment la franchir.
Il se pencha vers elle. Je n'ai pas besoin d'une traductrice à temps partiel, Elena. J'ai besoin d'une division. J'ouvre une nouvelle branche Thornberg Global Europe. Opération Moyen-Orient, une stratégie culturelle. Et je veux que tu la diriges. Le souffle d'Elena se coupa. La diriger? Comme être employée. Non, dit Julian. Je ne veux pas que tu sois une employée. Je t'ai vu dans cette salle. Tu n'es pas une employée. Tu es un requin. Et je préfère t'avoir dans mon bassin que dans l'océan. Il fit glisser un document vers elle. Un contrat de partenariat. Je t'offre un partenariat complet dans cette nouvelle division. Une part, un pourcentage de chaque accord que tu concluras. Tu ne travailleras pas pour moi, Elena. Tu travailleras avec moi. Elena observa le document, puis son visage. Pourquoi vous pourriez engager n'importe qui? Mais je ne veux pas n'importe qui, répondit Julien, la voix plus basse, plus sincère. Je te veux toi, parce que tu es plus intelligente que moi. Pas en affaires, pas encore, mais avec les gens, avec les langues. Et tu n'as pas peur de moi. Tu es la seule personne dans cette entreprise, à part peut-être Hoffman, qui m'ait déjà dit que j'avais tort, qui m'ait déjà rappelé mon arrogance. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, donnant sur Paris. Et il y a une autre raison. Ma mère, elle était linguiste. Elle parlait 4 langues. Elle traduisait de la poésie. Elle était brillante. Et mon père, il appelait ça son hobby. Il disait que c'était doux inutile. Il a méprisé son intelligence toute sa vie. Il la traitait comme un numéro de spectacle. Il se retourna vers Elena. Quand j'étais dans ce restaurant, quand je t'ai insulté, j'étais en train de devenir lui. L'homme ignorant, arrogant que j'avais juré de ne jamais être. Tu m'as rappelé ma mère, et tu as fait quelque chose qu'elle n'a jamais eu la chance de faire. Tu t'es défendu, et tu as gagné. Et il inspira profondément. Ce n'est pas juste une offre d'emploi, Elena, c'est une excuse. Et c'est l'occasion pour moi d'honorer enfin un peu la brillance que j'ai vu mépriser toute ma vie. Ne travaille pas pour moi, sois ma partenaire. Aide-moi à construire quelque chose qui dure. Elena Sanchez, l'ancienne serveuse autrefois licenciée pour une seule goutte d'eau, regarda le milliardaire qui l'avait humiliée. Il ne lui offrait pas seulement un poste, ni de l'argent. Il lui offrait le respect. Elle se leva et lui tendit la main. À une condition, dit-elle. Julian sourit, comme s'il s'y attendait. Laquelle? Nous, la nouvelle division, créerons un fonds de bourse à l'Université de Georgetown, au département de linguistique. Une bourse complète au nom de votre mère. Pour que le prochain esprit brillant qui maîtrise une langue n'ait jamais à choisir entre sa passion et une vie entière de dettes, pour qu'il n'ait jamais à servir de l'eau à un homme comme vous. Julian Thornberg regarda sa main tendue. Il n'hésita pas. Il la serra fermement. « C'est fait, » dit-il. « Bienvenue dans l'entreprise partenaire. » L'histoire d'Elena Sanchez nous rappelle que notre vraie valeur ne dépend pas du poste que nous occupons ni de l'uniforme que nous portons. Elle dépend de notre savoir, de notre caractère et de notre courage. Elena possédait un talent que le monde ignorait. Mais lorsque le moment décisif est arrivé, elle était prête. Elle a transformé une insulte en opportunité et une opportunité en empire. Elle n'a pas seulement obtenu sa revanche, elle a obtenu le respect et elle a utilisé son nouveau pouvoir pour élever les autres. La vraie puissance ne réside pas dans la voix la plus forte de la pièce comme celle que Julian Thornberg avait. Elle réside dans la personne qui comprend ce qui est réellement en train d'être dit. Qu'avez-vous pensé du retour spectaculaire d'Elena? Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un vous a sous-estimé? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons toutes sans exception. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à montrer votre soutien en laissant un like. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies, de karma et de réussite.
Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.